Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce premier magazine hors les murs de la saison, un magazine un petit peu anticipé sur la rentrée de KTO, mais c'était absolument nécessaire puisque c'est à l'occasion de l'ouverture au public du Collège des Bernardins que nous avons décidé de vous donner l'opportunité de venir dans ce lieu magique, dans ce lieu magnifique qui enfin, après de nombreuses tribulations sur lesquelles nous reviendrons au cours de son histoire, revient à sa vocation originelle, celle d'être un lieu de rencontre entre la culture contemporaine et la pensée chrétienne, un lieu ouvert à tous, un lieu où l'on réfléchit à l'avenir de l'homme. Alors ce bâtiment absolument somptueux qui a été rénové au cours de plus de 50 travaux, un projet qui a pris 10 ans aux équipes du diocèse de Paris, ouvre en ce 4 septembre 2008. Il sera désormais ouvert au public, à la fois pour des éléments de formation comme les 3000 étudiants, élèves de l'école cathédrale, mais aussi pour des rencontres artistiques, des expositions, des projections de cinéma, des concerts, et puis des rencontres intellectuelles, des colloques, des disputations, comme l'on dit dans l'entourage de Benoît XVI, sur des sujets qui intéressent tous nos contemporains, sans discrimination confessionnelle ou philosophique. Ce Collège des Bernardins se veut donc vraiment un lieu ouvert à tous, un lieu de rencontre. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir dans cette émission que je vous invite à suivre en deux grandes parties. Tout à l'heure, nous allons nous intéresser à la vocation précise de ce lieu, à ces différents éléments de ces activités que je viens de citer rapidement, et des invités nous rejoindront pour cela, pour nous dire comment ils vont, chacun dans leur responsabilité, contribuer à le faire vivre, ce lieu. Nous aurons ainsi la joie d'accueillir tout à l'heure, par exemple, le directeur artistique, directeur culturel des Bernardins, Vincent Ocante. Nous accueillerons Bruno Racine, qui fait partie du comité d'orientation, qui est actuellement président de la Bibliothèque nationale de France, mais qui est passé aussi par le Centre Pompidou ou encore la Villa Médicis à Rome. Nous accueillerons Pierre Deschamps, président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, lui aussi membre du comité d'orientation. Et puis le père Antoine Guggenheim, qui est coordinateur du pôle recherche des Bernardins, ce que l'on appelle ici la chaire des Bernardins. Il nous en dira plus. Mais avant d'en venir à la manière dont ce lieu va être animé au quotidien, nous allons nous intéresser quand même à ce qui a permis qu'il ouvre aujourd'hui ses portes au public, alors qu'il y a quelques années encore, c'était un internat de la police. Pour cela, sur ce premier plateau, nous allons, avec nos invités, essayer de voir comment le projet a pris corps, a vu le jour. Monseigneur Beau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur des Bernardins, l'archevêque de Paris vous a chargé, vous qui êtes l'un de ses évêques auxiliaires, particulièrement de cette mission. Vous nous direz à la fois comment est-ce que vous avez suivi la genèse de ces travaux et puis comment vous envisagez sa vie au quotidien désormais. Avec nous également ce soir Bertrand Feydeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général des affaires économiques du diocèse de Paris. Vous étiez dans une vie antérieure, si j'ose dire, en charge des affaires immobilières d'AXA, et c'est probablement en partie pour ses compétences que le cardinal Lustiger, qui avait sans doute déjà cette petite idée en tête, a fait appel à vous il y a de cela un peu plus d'une dizaine d'années, je crois. Absolument. Pour conduire à bien ce projet. Vous avez donc dès l'origine contribué à le monter, vous nous expliquerez comment. Avec nous aussi Jean-François de Canchy, merci d'être venu. Vous êtes directeur régional des affaires culturelles en Île-de-France. Exactement. Que fait précisément un directeur régional des affaires culturelles ? Écoutez, si je devais faire une comparaison et si on disait que le ministre de la Culture est le pape, je serais l'évêque de Paris, c'est-à-dire, ou l'évêque de l'Île-de-France plus exactement. Voilà une c'est-à-dire je gère les activités du ministère de la Culture en Île-de-France, les dépenses et les actes administratifs. Et alors, si vous êtes ici ce soir, c'est que la puissance publique et notamment la région se sont impliqués aussi dans ce projet et les monuments historiques. Avec nous encore Geoffroy Roux de Bézieux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes le président de Virgin Mobile et vous êtes l'un de ces parrains qui, sans doute séduits par le projet, j'imagine, vous nous direz cela, ont accepté à la fois de le faire connaître, de contribuer à lui apporter de nouveaux supports. Et puis on parlera avec vous et avec Bertrand Feydeau du rôle des entreprises aussi dans le développement du Collège des Bernardins. Et puis, merci vous aussi d'avoir accepté dans un emploi du temps que l'on s'est chargé d'être venu parmi nous. Jean-Michel Villemotte, bonsoir. Vous êtes, alors je ne sais pas s'il faut vous présenter comme architecte urbain, architecte d'intérieur, architecte tout court, s'il faut dire que vous travaillez plutôt en Corée, aux États-Unis, en Amérique latine
ou en France. En tout cas, vous êtes l'un des deux architectes de cette restauration du Collège des Bernardins. L'un des deux parce qu'à vos côtés, il y avait aussi un architecte des monuments historiques. Et si on peut caricaturer, Hervé Baptiste était plutôt en charge de la restauration à l'identique, de ce qu'on pouvait retrouver du bâtiment originel, et vous plutôt de son adaptation à la modernité, d'une certaine manière. Par exemple. Alors vous nous expliquerez quelle a été votre approche. Avant que vous nous disiez les uns et les autres comment on en est arrivé à ce lieu magnifique qui ouvre aujourd'hui, je vous propose de voir tout de suite un reportage sur justement l'histoire récente du Collège des Bernardins. 1247. Étienne de Lexington, abbé de Clairvaux, crée le collège Saint-Bernard au pied de la montagne Sainte-Geneviève à Paris, à quelques pas de Notre-Dame. 10 ans avant la création de la Sorbonne, le collège veut être un lieu d'études et de recherche. Pendant plus de 4 siècles, il forme des milliers de jeunes moines cisterciens et contribue au rayonnement intellectuel de la ville. Vendu comme bien national à la Révolution française, il devient tour à tour une école primaire, une prison, une caserne de pompiers, puis un internat de l'école de police. En 2001, sous l'impulsion du cardinal Lustiger, le diocèse et la ville de Paris le rachètent pour près de 50 millions d'euros, avec un objectif, ramener le collège à sa vocation initiale. Le chantier est ambitieux, il associe architecture contemporaine et architecture historique. La restauration a été un peu compliquée, c'était la première phase, qui consistait à maintenir le bâtiment pour les besoins de l'époque, que ce soit pour la caserne, pour les chambrées, pour tout ce qui est douche, etc. Il a fallu casser, démolir tout ça pour retrouver le squelette du bâtiment et l'alléger surtout, l'alléger pour pouvoir permettre effectivement de reprendre, de stabiliser ce bâtiment. Dès le Moyen-Âge, le cellier au sous-sol est enfoui. Le poids des niveaux supérieurs est tel qu'il servira de socle au bâtiment. Le rez-de-chaussée accueille la sacristie et la grande nef, qui sert de réfectoire aux moines. Les 2 étages supérieurs, qui s'étendent sur 2000 m², servent de dortoir et de grands combles. Inutilisable depuis la construction du bâtiment, le cellier a été totalement déblayé. Il y avait les problèmes techniques liés aux problèmes de fondation, du fait que le bâtiment s'était enfoncé dans le sol, qu'il a fallu le reprendre en sous-œuvre en totalité. Il y avait tous les problèmes d'équipement technique, donc il y avait l'adaptation, je dirais, des contraintes de la vie contemporaine d'un édifice qui n'était pas fait pour. 110 000 tuiles artisanales rehaussent maintenant une charpente métallique. Il a fallu réouvrir les usines de fabrication de tuiles pour redonner au toit sa splendeur initiale. Les travaux ont mis au jour des trésors archéologiques. Une statue du Christ qui domine la grande nef et une de Sainte Véronique exposée dans l'escalier du XVIIIe siècle. 2008, le Collège des Bernardins peut réouvrir ses portes et redevenir un lieu de rassemblement, de dialogue et d'enrichissement personnel et mutuel. Voilà, retour sur ce plateau des Bernardins. Alors d'abord, une précision sur l'une des statues, Monseigneur Beau. La statue qui est dans l'escalier XVIIIe siècle est Sainte Catherine de Sienne, voilà. Et non pas Sainte Monique. Mais elle est très belle. C'est une très belle statue, effectivement, qui a été retrouvée en même temps que cette statue du Christ dans les fondations du bâtiment, dans les fondations de la partie XVIIIe siècle. C'était très émouvant de faire cette découverte. Bertrand de Fédot, on le disait tout à l'heure, vous étiez donc dès l'origine aux côtés du cardinal Lustiger qui avait cette intuition qu'avec ce bâtiment, il y avait peut-être quelque chose à faire. Comment est-ce qu'il vous a présenté cette idée qui paraît quand même un peu démesurée? C'est vrai que j'ai reçu il y a exactement 10 ans un coup de téléphone de Monseigneur Lustiger m'invitant à passer le voir. Je ne le connaissais que comme un modeste chrétien de base. Et le premier contact que j'ai eu avec lui a moins porté sur les Bernardins que sur la vision qu'il avait du monde et sur le projet qu'il avait très profondément au fond de lui-même d'apporter quelque chose à la société de demain et de réouvrir un débat dont il pressentait l'importance et l'urgence. Et ce qui m'a frappé, parce que ça c'était mon métier, c'est que pour pouvoir réouvrir ce débat, il avait besoin d'un lieu. Alors quand on parle d'un lieu à quelqu'un qui construit dans sa vie, ça évoque tout de suite quelque chose d'important. Ce lieu, il l'avait choisi depuis longtemps, et il m'a dit dès le premier rendez-vous, tout le monde me dit que c'est impossible. C'est une chimère, c'est un rêve que j'ai, mais avant d'arriver à la fin de ma mission d'évêque de Paris, je voudrais avoir tout tenté pour essayer
de m'approprier ce lieu et d'y développer le projet que j'ai au fond de moi-même. Alors, manifestement, vous partagiez avec le cardinal Lustiger le sentiment que ce n'était pas une chimère. Il y avait pourtant de bonnes raisons de trouver ça un peu incongru. Le bâtiment ne lui appartenait pas à l'époque, n'appartenait pas au diocèse, et il était dans un état qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Au risque de vous contredire, pendant les 2 premières années, on a vraiment pensé que c'était une chimère. Et nous nous heurtions à des difficultés de toute nature. La première, c'est qu'après un premier diagnostic technique, même superficiel, on avait vraiment la conviction que ce bâtiment était extrêmement dangereux et qu'il risquait de s'effondrer au premier coup de pioche. Nous savions aussi que la Commission supérieure des monuments historiques nous demandait de restituer ce bâtiment dans son état du XIIIe siècle, ce qui n'est pas du tout une habitude chez elle, puisque généralement elle demande de respecter les époques successives de construction. Là, compte tenu de l'importance qu'avait ce bâtiment dans l'histoire de l'Université de Paris, comme seul témoin de cette grande époque du XIIIe siècle, elle nous demandait de le restituer dans son état du XIIIe siècle et donc de reconstituer ce grand toit qui était plus élevé que le gabarit autorisé par les règles d'urbanisme de la ville de Paris. Donc on savait qu'on avait une difficulté majeure. Et puis, comme toujours, il y avait le problème financier. Comment financer tout cela ? Et maintenant que c'est fini, vous voyez, 10 ans après cette première étape, je me remémore quand même les étapes successives qui ont abouti à la décision définitive au bout de 5 ans de travail. Et je dois vous dire que plusieurs fois, nous avons vraiment abandonné le projet. C'est-à-dire que nous avons pensé qu'il était déraisonnable, notamment avec le Conseil des affaires économiques du diocèse de Paris, de se lancer dans une aventure pareille. Et quand je vois les choses avec recul, je mesure vraiment la main de la Providence derrière ce projet, car les étapes que nous avons franchies, sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan administratif, étaient vraiment des étapes infranchissables dans un contexte professionnel normal. On dit en même temps, alors pardon de la candeur de ma question, mais on dit qu'aujourd'hui l'Église en France, et Paris n'y échappe pas, est souvent dans une situation économique assez tendue, assez difficile. Est-ce que c'est dans ce contexte opportun d'investir des millions? Quand on investit dans une entreprise publique ou dans une entreprise privée, en général, il y a une fin de rentabilité. Là, on n'imagine pas qu'il y ait une fin de rentabilité financière immédiate pour les Bernardins. Donc, comment est-ce que le professionnel que vous étiez dans votre vie précédente pouvait considérer ce projet? Vous avez raison de souligner ça, d'autant que la première préoccupation du cardinal, il me l'a dit dès le premier jour, ça ne doit en rien peser sur les finances du diocèse. Et donc, on s'est trouvé devant un problème qui est en fait celui de la problématique d'un financement de projet. C'est-à-dire qu'il faut commencer par vraiment définir la consistance de ce que l'on veut faire, en assurer la validité, être convaincu de cela, et d'expérience professionnelle, mais il y en a d'autres qui ont des expériences similaires ici, je ne connais pas de bons projets qui ne soient pas finançables. Et cette contrainte de départ qui était que ça ne pèse pas sur les finances du diocèse, qui était une contrainte qui théoriquement aurait dû tuer le projet, nous sommes arrivés à la relever parce que le cardinal avait pris la décision de consacrer à ce projet un actif spécifique, qui était l'ancienne maison diocésaine du diocèse de Paris, rue de la Ville-l'Évêque, et qu'à ce moment-là, il entendait vendre, en disant, écoutez, voilà, dites-moi combien ça vaut, essayez de trouver le prix de ce bâtiment, vous le vendez, et puis avec ça, on devrait arriver à faire le collège des Bernardins. Finalement, nous avons fait tout autrement. Nous nous sommes dit que vendre ce bien immédiatement, c'était probablement, entre guillemets, gâcher la marchandise, dilapider le reste de patrimoine de l'Église, et on s'est lancé dans un exercice que les économistes connaissent bien, qui est un exercice de création de valeur. C'est-à-dire, on s'est dit, on n'aura pas assez d'argent en le vendant, et donc il faut qu'on crée de la valeur à partir de cet immeuble. Et nous l'avons complètement reconstruit, et nous l'avons loué dans des conditions tout à fait intéressantes. On a eu beaucoup de chance, un bon moment du cycle immobilier, avec un bon loyer, et à partir de ce loyer, d'une grande entreprise française, nous avons pu mettre en place des lignes de financement à long terme, comme quand quelqu'un achète son appartement, il monte des crédits à long terme. Et c'est avec ces financements à long terme que nous avons pu
non seulement financer la restauration de cet immeuble, mais mettre en place les moyens financiers pour financer toute la rénovation du Collège des Bernardins. Et c'est comme ça que nous sommes partis en étant sûrs de pouvoir aller au bout. Alors, deux petites précisions pour ceux qui nous regardent. D'abord, un nombre, un chiffre, pour avoir une idée. Au final, après ces 10 ans, 5 ans de travail sur le projet, 5 ans de travaux, combien ça coûte? Le total de ce projet représente une enveloppe globale de 50 millions d'euros. C'est une somme qui a été figée pratiquement après 5 ans de travail, parce qu'il a fallu ajuster au fur et à mesure de la découverte de l'état technique du bâtiment, la mise en œuvre des techniques de rénovation. Tout ça doit être chiffré, c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs dans ce chiffrage que plusieurs fois on a été tenté d'abandonner. Nous sommes repassés devant la Commission supérieure des monuments historiques pour essayer de simplifier certains éléments de la restauration. Nous avons par exemple décidé d'abandonner la réfection des grands réseaux gothiques dans les fenêtres parce que ça coûtait trop cher. Et puis nous sommes également retournés vers la puissance publique, vers l'État, vers la ville de Paris, vers la région Île-de-France en leur disant écoutez, nous n'arrivons pas dans l'enveloppe que vous nous avez donnée à boucler le budget. Et cette enveloppe de 50 millions a été fixée pratiquement en 2003 et nous terminons ce projet dans l'enveloppe fixée à l'origine. Vous voulez dire qu'entre le début des travaux et la fin du chantier, vous êtes resté exactement sur le budget que vous aviez prévu? Ceux qui ont construit une maison et qui nous regardent savent que c'est de la science-fiction. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. C'est pourtant ce qui s'est passé parce que nous avions un bon architecte, parce que nous avions un excellent maître d'ouvrage délégué et parce que nous avions fait un considérable travail de préparation avant de commencer. Alors, ces 50 millions, vous nous avez dit, on a demandé à la puissance publique municipale, régionale, nationale de contribuer au titre des monuments historiques, au titre du patrimoine, j'imagine. Concrètement, la répartition du financement, elle se fait comment? D'abord, ces 50 millions, ça se divise en deux parties. Vous avez en gros 20 millions pour la restauration du monument historique et 30 millions pour les créations des surfaces nouvelles, les équipements, l'informatique, la climatisation, etc. Et donc, la puissance publique ne peut nous aider que sur la partie monument historique. Et nous avons donc 14,5 millions qui se rapportent à ces 20 millions du coût de la restauration des monuments historiques et qui correspond à un niveau de subvention d'ailleurs élevé, mais pas inhabituel en matière de monuments ayant un intérêt véritablement national. Pour le reste, c'était à notre charge, c'est-à-dire qu'il fallait trouver au-delà de ces trois subventions qui représentent 14,5 millions ensemble, il fallait trouver 35 millions au niveau de cette opération que j'évoquais tout à l'heure et donc de ces emprunts à long terme. Et puis, au bout de 1 ou 2 ans de travaux et voyant la qualité vraiment extraordinaire de ce que nous étions en train de remettre à jour, nous nous sommes dit il est temps de faire une grande opération de mécénat. C'est-à-dire que ce projet ne peut pas laisser indifférent. Et comme c'était un sujet difficile et assez nouveau dans la culture française, nous nous sommes adressés à un cabinet conseil anglo-saxon, Colin Boswell, qui était spécialisé dans le financement des grands collèges et des grandes universités américaines et anglaises, qui faisaient ça d'ailleurs depuis plus d'1 siècle, et qui nous a vraiment guidés dans cette opération de mécénat, avec l'objectif de lever en 3 ans la moitié de ce que nous avions à financer, c'est-à-dire 17,5 millions sur les 35 millions. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1/3 de subventions, 1/3 financé par le plan que vous avez mis en place pour le diocèse, et puis 1/3 de mécénat? 1/3 de mécénat lorsque nous aurons atteint notre objectif, parce que aujourd'hui, s'il y a des candidats, sur les 17,5 millions, oui. Nous sommes à 10,5 millions, donc il y a encore un bout de chemin à faire au niveau du mécénat. D'accord. Alors à plusieurs reprises, vous avez évoqué l'intervention des services publics. Je me tourne vers vous, Monsieur de Canchy. On peut se demander, même si Bertrand de Fedot vient de nous expliquer la valeur historique de ce bâtiment, ce que les pouvoirs publics, et notamment la Direction régionale des affaires culturelles, viennent faire dans un projet qui est quand même d'abord une idée du diocèse de Paris. Certes, mais enfin, ça rentre exactement dans la mission du ministère de la Culture que de restaurer des monuments historiques protégés. Et c'était le cas de ce couvent qui est inscrit, qui est classé même. Et ça rentre donc dans un programme, ça s'inscrit dans un programme général d'entretien et de restauration des édifices protégés. Il y en a à peu près 4000 en Île-de-France, dont 2000 à Paris, avec une forte proportion d'édifices cultuels à Paris,
de tous les cultes, puisqu'au même moment, l'État participe à la restauration de la Grande Mosquée, vient de terminer la restauration de la cathédrale orthodoxe de la rue d'Aru, termine aussi le temple de la Visitation, sans compter des travaux de restauration qui s'amorcent à la Sainte-Chapelle pour la réfection des vitraux, des travaux récurrents et qui se déroulent depuis 4 ou 500 ans à Notre-Dame et qui donc vont se poursuivre dans les années à venir. Et donc il s'agit là de participer, comme c'est tout à fait naturel, à l'entretien et la restauration d'un monument historique parmi les plus prestigieux de Paris. Mais vous, la Direction régionale des affaires culturelles, n'avez pas eu ce sentiment au départ qu'il s'agissait d'une entreprise quasi pharaonique eu égard à l'état dans lequel était le bâtiment il y a une dizaine d'années ? Vous savez, les entreprises pharaoniques ne sont pas si rares dans mon métier. Actuellement, la restauration des tours de Saint-Sulpice sont au moins aussi pharaoniques que la restauration des Bernardins. C'est pour des coûts plutôt supérieurs en termes de monuments historiques que la restauration des Bernardins. Il faut quasiment refaire ces tours. Et donc, mon Dieu, ce sont des challenges qu'il faut relever et qu'on relève. À quoi êtes-vous attentif quand vous acceptez comme ça de soutenir un projet ? Il faut être attentif. Alors, d'abord, politiquement, il faut être attentif à un bon équilibre, d'abord à s'inscrire dans ce qu'est la mission de l'État, d'un État laïque. C'est-à-dire, donc, comme il a été dit tout à l'heure par M. de Fédot, la participation de l'État ne porte que sur la partie restauration du monument historique, comme tout autre monument historique, qu'il soit cultuel ou qu'il soit laïque. Donc, c'est la première exigence. La deuxième exigence, c'est qu'il y ait un traitement équilibré de l'ensemble des édifices cultuels en Île-de-France. Et même s'il y a quand même une grande majorité d'édifices plutôt catholiques par le nombre des églises, qui malheureusement à Paris sont dans un état préoccupant. Saint-Augustin nous donne des soucis, la Madeleine nous en a donné, et à nous, et surtout à la ville de Paris qui en sont propriétaires. Donc le deuxième souci est de s'inscrire dans une programmation économique qui soit... Oui, on ne peut pas tout faire en même temps, j'imagine. Qui soit acceptable pour l'ensemble des participants. Et enfin, le dernier souci est d'harmoniser les besoins, les souhaits du propriétaire avec les exigences de la restauration monument historique. Lorsqu'il s'agit d'une église, quand il s'agit de Notre-Dame ou de la Sainte-Chapelle, les choses sont assez normales. Lorsqu'il s'agit de marier un ancien monastère avec un projet contemporain, il faut créer une équipe cohérente entre l'architecte en chef des monuments historiques et l'architecte qui est chargé des travaux intérieurs, de façon à ce que l'ensemble des décisions qui soient prises soient cohérentes et harmonieuses. Ça a été le cas ici. Alors justement, Jean-Michel Wilmotte, c'est à vous qu'est revenue cette tâche d'harmoniser à la fois l'usage du bâtiment, parce qu'il faut qu'il soit pratique pour accueillir les différentes activités qui y sont prévues, et puis la beauté du lieu, et puis la cohérence avec son caractère propre, le dépouillement cistercien, son histoire. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette histoire ? D'abord, j'ai été appelé par le diocèse qui m'a demandé d'intervenir parce que j'avais peut-être une petite réputation dans le domaine de la réhabilitation de bâtiments anciens. Alors, puis voilà, nous avons travaillé très très vite, il y a environ 7 ans. Le problème essentiel, c'était de faire rentrer un programme dans un lieu. Souvent, on crée un lieu pour un programme, là c'était différent. Donc à la fois le programme s'est adapté au lieu et le lieu s'est adapté au programme. Sachant une chose, c'est que dans un lieu historique comme celui-là, il faut imaginer qu'il est très très difficile d'intégrer les technologies de notre époque. Donc ça a été la partie la plus difficile en réalité. Par exemple ? Parce qu'ici, c'est comme à la NASA, c'est aussi les courants forts, les courants faibles, vous pouvez brancher où vous voulez, vous pouvez avoir une exposition avec la souplesse que vous voulez, et ça ne se voit pas. Sachant qu'il y avait des prises d'air frais, la climatisation, le chaud, le froid, je vous dis, et aussi les problèmes d'acoustique. Donc il fallait que tout ça soit intégré, et notamment dans le cellier par exemple, tout est passé dans des cloisons, donc ça ne se voit pas, mais
c'était des vraies petites usines, si vous voulez. Donc, parce qu'ici, on ne pouvait pas passer dans les sols, on ne pouvait pas passer dans les plafonds. Donc, on est surtout passé dans des caniveaux en partie du cellier, ici dans des doubles cloisons. Donc, à chaque fois, c'était une gymnastique, si vous voulez. Et puis, étant donné qu'il y avait une reprise en état, une reprise de ce bâtiment, que c'était pour recevoir du public, il fallait au minimum plus de 500 kg au mètre carré. Il a fallu renforcer les planchers. C'est pour ça qu'il y a une reprise. Et, vous voulez, les planchers sont un peu suspendus sur la nouvelle structure. Donc, ça, c'était les éléments qui ont fait, et finalement c'est toutes ces contingences qui fait qu'on arrive à trouver de l'esprit dans le projet. Finalement, c'est ça. Après, on devait faire un amphithéâtre, on est tombé sur le passage de la Bièvre, et puis on a fait l'amphithéâtre au dernier étage, et ça s'est complètement adapté à la structure, à cette magnifique toiture. Je rappelle, entre parenthèses, que la toiture avait brûlé au 19e, avait été refaite au 19e, et lui avons redonné la silhouette avec Hervé Baptiste, la silhouette initiale, qui est 6 mètres plus haut, donc vous imaginez. C'est pour ça, cet élancement va tout à fait bien dans l'auditorium, dans le lieu, dans ce lieu, si vous voulez. Et puis, des choses intéressantes, par exemple, ce lieu était caché derrière un mur, il y avait des bâtiments hétéroclites devant, il est maintenant ouvert vers l'extérieur. Et cette espèce de place, si vous voulez, c'est le lieu qui va vers le public. Donc c'est cet échange qui nous intéresse. Et ça, je pense que c'est presque un petit peu un mini-projet urbain. Parce qu'on a créé, face à cette école, on a fait une place. Ce qui est une autre de vos spécialités, hein, d'ailleurs. Oui, mais c'est vraiment, ça va dans le sens, si vous voulez. On aurait été dans une petite rue coincée. Non, on a eu la chance que le bâtiment soit en recul et aille vers les hommes, vers la ville, si vous voulez. Ça, c'était intéressant. Après, bon, on a profité de cette esplanade pour créer cette magnifique bibliothèque en sous-sol, qui, elle, est en contact visuel avec le bâtiment. Ça, c'est très intéressant. Donc, on a créé des douves. Ces douves, elles ont un double intérêt. D'abord, on y a intégré un jardin bas. Ensuite, elles amènent de la lumière au cellier et de la lumière à la bibliothèque. Quoi de plus agréable de lire et d'avoir le jardin au même niveau que la table de lecture et de voir les contreforts de ce bâtiment. C'est magnifique, si vous voulez. Alors il y a une espèce de rencontre qui se fait entre aujourd'hui et très souvent avec Bertrand de Fédot, on disait le chantier il a duré de 1245 à 2008. Mais c'est un peu ça, si vous voulez. Comme la cathédrale de Paris est en restauration depuis 500 ans. Et donc, c'est tout ça, c'est un jeu entre le programme, la technologie, la volonté de sauvegarde, le respect du lieu en même temps. C'est tout ça qui a fait que finalement, il y a une espèce de symbiose qui s'est faite et qu'on a réussi à ce résultat. Est-ce que vous avez eu beaucoup de surprises qui vous ont amené à revoir vos projets? Vous parliez de l'amphithéâtre qu'on n'a pas pu creuser parce que la Bièvre coule à cet endroit-là. On disait tout à l'heure que vous avez trouvé aussi, pendant les travaux, des statues qui étaient Je vais dire, on a eu plutôt des bonnes surprises. Parce que, si vous voulez, quand on est arrivé, le cellier était quand même enseveli, la terre était 2 mètres plus haut. Quand on a retrouvé la volumétrie, c'est 70 mètres de long par 14 mètres, je ne sais pas si vous vous rendez, c'est magnifique, si vous voulez, d'une seule pièce. Et c'était une renaissance. Moi, on allait avec Bertrand, on regardait ce lieu, c'était émouvant même. La sacristie, il y avait 3 niveaux. D'ailleurs, nous avions notre bureau de chantier dans la sacristie. J'avoue que le jour où on a enlevé les 2 planchers et qu'on a retrouvé la volumétrie de la salle, ça a été un enchantement. Tout ça, si vous voulez, c'est un ensemble. L'escalier 18e, on ne le voyait même plus, c'était l'escalier du chantier, il était recouvert de planches d'agglo. Quand on a bien rénové la balustrade, rouvert les fenêtres, etc., c'était un enchantement. Donc c'était plutôt des bonnes surprises qu'on a eues au fur et à mesure. Bon. Les contingences, c'est des sols qui ne sont pas droits, c'est en bas le cellier qui se penche parce qu'il s'est totalement tordu, si vous voulez. Il n'y a pas une voûte qui est du même gabarit. Bon, on a fait avec, ça ne se voit même pas, si vous voulez. Mais vous regarderez du coup, vous avez dû renforcer la structure, j'imagine? Il y a eu près de 300 micropieux qui sont venus reprendre la structure. Donc c'est un travail phénoménal. Mais tout est tordu. Et ça ne se voit plus. Et on a recréé une espèce d'unité avec ce cloisonnement qui fait comme des cellules de moine qu'on a retrouvées le long de cette coursive. Et voilà. Donc on a eu plutôt des bonnes surprises et les mauvaises ont plutôt été favorables à la créativité. Donc et je dis souvent, j'ai l'habitude de dire, c'est un chantier de rêve pour un architecte. À ce point-là? Oui. Même en étant 2 architectes, ce qui j'imagine ne doit pas être très simple parce que vous avez 2 sensibilités. Il n'y a pas de problème, si vous voulez. Au contraire, s'il pouvait m'aider, il m'aidait. Si je pouvais l'aider, Hervé, il n'y avait pas de problème. Donc c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. Je veux dire, il n'y a jamais eu une ombre. Voilà.
Donc c'est... Bon. J'imagine en tout cas que si vous avez accepté de plonger dans cette aventure, quand le diocèse de Paris vous a appelé, vous qui êtes assez largement sollicité, c'est quand même qu'il y avait quelque chose qui vous attirait dans ce projet. J'aimais beaucoup le programme. J'ai été énormément séduit par la présentation du programme par Monseigneur Lustiger. Pour moi, c'est des moments que je rappellerai toute ma vie. Et je me rappellerai toute ma vie de la présentation que je lui ai faite quand je lui ai présenté le projet, la façon dont il en parlait, si vous voulez. Et puis, il s'est constitué une équipe à la fois de gens bénévoles ou enthousiastes. Il s'est constitué une équipe autour de Bertrand qui fait que c'est un projet comme ça, ça ne peut être qu'intéressant, si vous voulez, et on va tous vers le positif, quoi, c'est ça. D'ailleurs, on peut le dire sans trahir de secret, avant le démarrage de cette émission, vous étiez tous en train de discuter comme de vieux camarades au terme de toutes ces années de travaux. Alors, est-ce qu'il y a un lieu, parce que il faut que les gens viennent visiter, évidemment, et puis il faut passer du temps ici pour pas passer à côté de tas de petites choses qu'on découvre, en plus de l'immensité, par exemple, de cette grande nef dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'il y a un lieu, est-ce qu'il y a un point particulier du bâtiment qui a votre affection plus spécialement? Il y en a deux qui ont... Le cellier a bonne affection, car lorsque nous y sommes allés, on tenait à peine debout dans ce cellier. Et quand on l'a découvert, on y était dans la boue, dans les grains. Vous pouvez pas imaginer ce que c'était. Et maintenant, c'est une pièce en sous-sol qui perçoit quand même un peu de lumière naturelle. Et moi, j'adore cet espace. Et la personne qui va étudier là, la personne qui va venir à une conférence, elle peut pas être insensible. La personne qui passera par là, elle sera marquée toute sa vie. Et c'est obligatoire. On ne peut pas passer une année d'enseignement ici, ou 2 ou 3, sans être pris par ce lieu. C'est un lieu qui est prenant. Et ça, je trouve ça très très fort. C'est rare. Et tout à l'heure, on parlait d'investissement, tout ça. Il n'y a pas de valeur d'investissement pour un lieu qui donne autant de force. Le deuxième, c'est cette toiture qui était autrefois un comble, qui a pris de l'élan, si vous voulez, elle a pris ses 6 mètres comme ça. Et si vous voulez, je trouve que l'auditorium dans cette salle, on a l'impression qu'abord qu'il a toujours été là et que cette toiture, cette charpente a été faite pour lui, quoi. C'est ça. Et ça, les deux petits auditoriums, le deuxième avec la rosa, c'est une telle beauté. Donc, ce sont 2 lieux. La nef, bon, elle est magnifique d'elle-même, bien sûr. Geoffroy Roux de Bézieux, le président de Virgin Mobile, ce soir sur ce plateau, ça peut étonner a priori. Tout à l'heure, Bertrand de Fédot nous disait que plusieurs entreprises avaient été associées au projet, certaines sous forme du mécénat. Vous êtes membre du comité de parrainage. J'aimerais bien savoir ce qu'on demande à un parrain. Alors moi, je suis tombé dans cette aventure de la faute de Bertrand, la main de la Providence. Et m'est apparu sous la forme de Bertrand de Fédot un soir, qui m'a appelé pour me faire visiter cet endroit. Alors je sais plus, je l'ai visité avant d'avoir vu Monseigneur Lustiger, je ne sais plus comment ça s'est passé exactement, il y a 2-3 ans. Et comme un certain nombre de gens, j'ai été d'abord séduit par le lieu, mais aussi, et peut-être plus d'ailleurs, séduit par le projet. Je trouvais que replacer l'église au cœur du débat, au cœur de la cité physiquement et au cœur du débat intellectuellement, c'était un projet magnifique. Et donc j'ai d'abord adhéré au projet en faisant un chèque, qui est toujours une manière de démarrer, mais à titre personnel, pas au titre de l'entreprise. Moi j'ai une fondation avec mon épouse qui intervient en fait de 2 manières, en dehors de France, enfin en dehors d'Europe plutôt sur le plan matériel et en Europe plutôt sur le plan spirituel. Je pense que l'Afrique a peut-être besoin de spiritualité, mais enfin ils ont aussi des besoins matériels urgents. L'Afrique est une partie de l'Asie. Le monde occidental, les besoins matériels sont généralement bien satisfaits et c'est plus d'autres aspirations. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on est intervenu. Et puis donc Bertrand m'a demandé de participer effectivement au comité de parrainage avec l'aide d'un certain nombre d'autres patrons d'entreprise qui étaient là soit à titre personnel, soit à titre de l'entreprise, ou soit un peu les deux d'ailleurs en fait. Et notamment Maurice Lévy qui est toujours d'ailleurs le président. L'idée, c'était de parler, je dirais, d'hommes d'entreprise à hommes d'entreprise pour susciter des vocations financières, certes, pour donner un coup de main au projet. Bertrand me disait tout à l'heure, avant qu'on commence, que quand il s'est mis en tête de récolter 17 millions d'euros, 17 millions et demi d'euros, même si on n'y est pas encore tout à fait, il pensait que c'était assez pharaonique comme projet, voire une chimère. Et effectivement, donc il y a un certain nombre de... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a sur le mécénat, il y a en fait plus de particuliers
que d'entreprises. C'est à peu près 2 tiers, 1 tiers aujourd'hui. Il y a à peu près 1000 particuliers, donc avec des dons de toute taille. Je crois que le don le plus élevé est proche d'1 million d'euros, c'est ça, Bertrand? Et puis il y a des dons très, très modestes, évidemment, en fonction de son patrimoine. Mais ce projet, alors que les gens qui ont de l'argent en France sont souvent très sollicités par des tas de causes qui méritent leur sollicitation. Enfin, certaines peut-être ne le méritent pas, mais enfin, en général, elles le méritent. Ce projet a trouvé l'adhésion d'un certain nombre de gens, et je pense que c'est cette alliance, en tout cas c'est pour ça que moi j'y ai participé, d'un lieu magnifique et que je redécouvre à chaque fois que je viens, puisque à chaque fois il se passe quelque chose. Je ne sais pas si ça va continuer, mais en tout cas on le voit sous un nouveau jour, et de ce projet spirituel, intellectuel, très fort, et qui me semble être une problématique très, 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 très urgente du XXIe siècle. Ça veut dire concrètement que votre rôle, c'était, et c'est toujours, de parler du projet des Bernardins autour de vous, très concrètement, d'autres chefs j'ai d'entreprise. participé à un certain nombre de réunions. Alors à la fois, si vous voulez, donner quelques idées de gens à appeler, de manières d'approcher les gens, presque de techniques commerciales, en quelque sorte, puisqu'on avait un projet à vendre. Et puis, j'ai très concrètement sollicité des cercles d'amis. J'ai même organisé, on peut le raconter, Bertrand, au milieu du chantier, il y a 6-7 mois. Alors, le chantier n'était pas en plein chantier, mais enfin, c'était pas fini du tout. Un dîner pour faire présenter le projet par Bertrand, qui en a parlé avec beaucoup de charisme, pour dire aux gens, voilà, moi je me suis engagé, j'avais plutôt sélectionné des gens dont je pensais qu'ils avaient les moyens de s'engager, vous pouvez le faire aussi, voilà pourquoi j'y crois, et voilà pourquoi je pense que c'est un beau projet. Donc finalement c'était un job de commercial, bénévole, mais commercial, avec toute la noblesse, d'ambassadeur. Alors, c'est nettement plus chic. Si on veut être un peu chic, on dit ambassadeur, et si on veut être pas chic mais réaliste, on dit commercial. Moi je trouve que commercial c'est un très beau métier, et donc voilà. Je pense qu'il y a aussi un point qui n'est pas complètement négligeable, c'est que, et Bertrand l'a bien expliqué tout à l'heure, le projet dès le départ a été conçu comme un projet, non pas d'entreprise, mais avec les critères de rigueur. Vous avez retrouvé un langage qui vous a fait dire, ok, ça on peut y croire, ça a l'air... Quelquefois, moi il m'arrive d'être sollicité par des causes tout à fait nobles, mais on se dit, le gars il va se planter, parce que c'est un peu folklorique, c'est-à-dire c'est sympathique mais folklorique. Là c'était sympathique mais très rigoureux, et d'ailleurs le projet n'a pas, grâce à un bon architecte bien sûr, le projet n'a pas dépassé, même s'il était très important en montant, il n'a pas dépassé. Je pense qu'évidemment un homme d'entreprise, forcément on se dit, est-ce que le truc tient la route? Le truc tenait la route, si vous voulez. Bertrand Fédot, vous parliez tout à l'heure des réticences que vous avez dû affronter au début du projet, avec tous les éléments qui pouvaient donner à penser que c'était quand même plus que compliqué. Est-ce que aussi cette collaboration vers le monde des entreprises, cette association des entreprises au projet, ça rencontre des réticences dans l'Église? Moi, je ne crois pas. Je pense que ce que nous a légué Monseigneur Lustiger, c'est le goût de faire des projets. On n'emmène pas les hommes sans projet. Et ça s'applique à l'Église aussi. Et je pense que dans la société, nous sommes dans une société qui s'est considérablement développée, qui a la notion de ce que c'est qu'un projet conduit par des hommes. Et je trouve que c'est beau que l'Église rentre dans ce jeu et qu'elle ne se cantonne pas simplement au domaine du spirituel. L'Église, elle est incarnée, elle a des tas de choses à faire dans la société, soit au bénéfice des plus démunis, mais elle a aussi des choses à faire pour l'intelligence des hommes, pour les réunir, pour les faire travailler ensemble. Et quand on peut organiser ça autour d'un projet, eh bien, je trouve que ça emmène tout le monde vers l'avant. Et l'Église a besoin d'entrepreneurs. Elle est une institution humaine et nous sommes dans un monde d'entrepreneurs. Et je crois que c'est très bien qu'on arrive, comme faisaient autrefois nos curés de campagne, ils faisaient bien leur kermesse, c'était des entrepreneurs. Ils avaient trouvé des réponses très adaptées. Et pas forcément avec des lignes de crédit à long terme. Non, mais là, eh bien, nous sommes dans un monde industriel, dans un monde financier, dans un monde économique développé et sophistiqué. Eh bien, c'est normal que l'entreprise soit également à la pointe et qu'elle accepte de faire des projets qui sont compliqués, qui sont très difficiles, mais qui sont
à la dimension des hommes et qui permettent de rendre la mission qui lui est confiée possible. Ce qui est intéressant, qu'on peut peut-être souligner, il nous reste très très peu de temps, mais qu'on peut peut-être souligner quand même, c'est que dans ce comité de parrainage et plus largement dans les entreprises qui se sont associées au projet, il n'y a pas que des gens qui, à titre personnel, sont catholiques et sont investis dans l'Église. C'est très important, mais je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré une réticence de fond en présentant ce projet. Nous l'avons présenté à plus de 1000 personnes, mais vraiment en prenant le temps. Et je pense que parmi tous les gens que nous avons rencontrés, souvent des chefs d'entreprise qui ne sont absolument pas proches de l'Église, ils aiment l'Église entreprenante. Ils aiment l'Église qui prend sa place dans le corps social. Ils aiment l'Église qui assume toute sa responsabilité spirituelle, intellectuelle et morale. Et ils adhèrent à cela. Et donc ils ont adhéré à ce projet d'un lieu de recherche, de débat, de rencontre avec la culture contemporaine. Ils y adhèrent en nous aidant à la financer et très souvent ils vont au-delà, ils participent au travail, ils se proposent de rentrer dans des groupes de travail ou de participer à des colloques. Et donc moi je trouve ça vraiment une belle image de l'Église. Je peux compléter ce que dit Bertrand pour dire que effectivement, finalement je pense qu'on avait plus peur de la réaction que de la réaction elle-même. Oui. C'était vraiment n'ayez pas peur parce que je pense qu'il y avait une espèce de réticence interne, alors qu'en réalité, ce projet est un projet universel, très clairement universel, et qui séduit des gens qui sont effectivement pas forcément très engagés dans l'Église aujourd'hui. Alors, on va en venir justement à la vocation de ce lieu, à la manière dont désormais, au quotidien, il va vivre, il va accueillir le public pour lequel vous avez tous travaillé. Merci infiniment à chacun d'entre vous d'avoir accepté de nous donner un peu de votre précieux temps. Monseigneur Beau, ne bougez pas, vous restez avec nous. Avant d'accueillir les invités de la deuxième partie de cette émission, je vous propose d'entendre la question qu'Étienne Leraillère a posée à Monseigneur Ravasi. Il est le préfet du Conseil pontifical de la culture, autrement dit le ministre de la culture du pape. Étienne l'a interrogé sur les Bernardins. Monseigneur Ravasi, depuis Rome, quel regard vous portez sur la création, l'ouverture de ce lieu, ce collège des Bernardins, d'où le pape Benoît XVI s'exprimera à Paris dans quelques jours? Avoir une ouverture, un horizon beaucoup plus vaste comparé à celui des petits espaces, est fondamental. Si conserva nell'interno dei piccoli spazi, dei piccoli luoghi, è fondamentale. Je pense que ce lieu peut devenir un lieu emblématique pour commencer à regarder toujours au-delà des murs, au-delà des frontières. Sempre al di là delle siepi, al di là delle frontiere. Un savant juif et grec de l'Antiquité, Alexandrie, en Égypte, utilisait cette expression grecque pour présenter l'homme savant, Methorios. L'uomo sapiente usava un termine greco, questo termine greco è methorios, colui che sta celui qui est sur la frontière, qui est sur la crête des montagnes et qui cherche toujours à garder les pieds dans son monde et à regarder au-delà. Pour le pape, aller dans ce lieu à Paris, c'est d'abord y aller, certainement comme pape de l'Église de Rome, comme représentant d'un message. Je crois que ce sera certainement un message adressé avant tout à la France, car elle a un déficit de spiritualité. Il faut le reconnaître, elle a également un déficit de présence chrétienne. D'autre part, la France est un pays auquel nous devons beaucoup pour la culture chrétienne. Una delle nazioni, lo ricordavo anche prima, nei cui confronti siamo debitori per la cultura cristiana. Lo sguardo però, come ho detto, andrà oltre e andrà anche verso. Mais ce message ira aussi au-delà, et aussi au-delà de la frontière, vers les non-croyants. Il ira aussi certainement au-delà de l'Europe, vers les nouvelles cultures émergentes. Il suffit de penser au monde asiatique, à l'Inde ou à la Chine. Il mondo dell'Asia, con l'India e la Cina.
Voilà, Monseigneur Ravasi, préfet du Conseil pontifical de la culture, interrogé à Rome par Étienne Loraillère. Une interview d'ailleurs plus longue de Monseigneur Ravasi que vous pourrez voir prochainement sur notre antenne quelques heures avant l'arrivée de Benoît XVI dans notre pays. Mais pour l'heure, l'actualité, avant la visite apostolique du successeur de Pierre, c'est d'abord l'ouverture, enfin, au public du Collège des Bernardins en ce 4 septembre 2008 pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours avec vous, Monseigneur Beau. Je rappelle à ceux qui nous auraient rejoints en cours de route que vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Paris et que l'archevêque de Paris vous a particulièrement chargé de ce collège des Bernardins dont vous êtes le directeur. Alors vous avez autour de vous bien sûr une équipe au sein de laquelle un directeur culturel pour ce collège des Bernardins, Vincent Ocante. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Avec nous également pour cette deuxième partie de l'émission, Bruno Racine. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes président de la Bibliothèque nationale de France. Vous êtes passé par le Centre Pompidou, par de nombreux cabinets ministériels, par Rome également. Vous nous direz ce qu'un homme tel que vous vient faire dans ce comité d'orientation et quel regard vous portez sur ce projet. Avec nous aussi un autre membre de ce comité, Pierre Deschamps, qui est aussi un parrain. Alors vous nous direz vous aussi, avec la passion avec laquelle vous parlez des Bernardins, ce qui vous a amené à vous engager pour soutenir ce projet. Vous êtes président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et puis avec nous, le père Antoine Guggenheim, bonsoir. Vous êtes le coordinateur du pôle recherche des Bernardins. Alors vous nous direz quel type de recherche on va ici mener sous votre direction et comment vont s'organiser ces recherches. Monseigneur Beau, je reviens à vous. On a vu avec quels exploits, quel coup de pouce de la Providence, quelle passion aussi des hommes qui étaient investis dans ce projet. On arrive finalement aujourd'hui à ce bâtiment superbe qui mérite le déplacement, ne serait-ce que pour la visite. Mais il mérite aussi le déplacement parce que c'est un lieu où l'Église veut accueillir des gens. Alors quels gens? À qui ça s'adresse cet endroit? C'est un lieu ouvert à tous. Tout le monde pourra franchir la porte de cette grande nef et rester ébloui par ce grand élan gothique, ces 32 colonnes dans une pièce de 1000 mètres carrés. Je pense que vous les avez vues sur votre écran, comme c'est une pièce splendide qui sera habitée par des expositions d'art contemporain, particulièrement par Miljani au mois de novembre, puis Titus Carmel, dans lequel ils pourront aussi trouver une librairie, un espace de restauration, la table des Bernardins. Ça veut dire, pardon Monseigneur, ça veut dire qu'on peut venir ici flâner sans s'engager à rien pour à la fois découvrir le bâtiment, on peut venir ici, aller prendre un café éventuellement. Enfin... On peut venir ici pour prendre un café, pour le plaisir de voir une exposition, pour le plaisir d'être là simplement. C'est une pièce, cette grande nef est vraiment un lieu d'accueil pour tous. Alors ça c'est formidable, mais l'Église n'ayant pas vocation à être tenancière de café, pourquoi a-t-elle organisé le projet de cette manière? L'Église a vocation d'entrer dans la culture d'un pays. Et dans un monde aussi pluriculturel et plurireligieux que le nôtre, l'Église a vraiment vocation d'entrer dans la culture de son époque. Et l'art contemporain, le livre, sont deux portes d'entrée de la culture du monde d'aujourd'hui, avec laquelle il est important que nous dialoguions pour nous poser la question de l'homme d'aujourd'hui, quelles sont les anthropologies présentes dans le monde d'aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons pour l'homme de demain, ce service de l'avenir de l'homme qui sera particulièrement marqué par la recherche, ce dont nous allons parler tout à l'heure, mais aussi évidemment par les débats, les colloques, le dialogue avec le monde de l'entreprise. Monsieur Deschamps est là pour attester ce dialogue, et aussi parce que la formation théologique et philosophique fait partie du chemin de maturité d'une société. La maturité d'une société passe par la progression intellectuelle et par le travail intellectuel d'un peuple, et il est important qu'il y ait aussi aux Bernardins ce lieu de travail intellectuel pour permettre à un corps d'arriver à sa maturité. Mais Monseigneur, il existe tout de même aujourd'hui en France un certain nombre de lieux qui sont dédiés au débat intellectuel, qu'ils soient tenus par l'Église ou pas. Il en existe un certain nombre. Quelle est la singularité de ce collège? Il existe un certain nombre de lieux effectivement dédiés au débat. Il existe d'autres lieux dédiés à la formation et d'autres lieux dédiés à la culture. Il existe, à mon avis, peu de lieux dans lesquels le cinéma, la musique,
l'art contemporain, le travail théologique et philosophique, le débat, les colloques soient rassemblés au même endroit. C'est-à-dire, il existe peu de lieux dans ce monde où tout ce qui fait la vie d'un homme dans sa sensibilité, dans son intelligence, dans sa recherche et dans sa transcendance puisse être honoré au même endroit, dans la même démarche. Au même endroit et avec des connivences entre ces différentes dimensions ou pas ? S'il y a une exposition d'art contemporain, est-ce qu'il y a une résonance possible avec le thème de l'exposition, soit avec des travaux de recherche, soit avec des débats, soit... Évidemment, il y aura ce dialogue intérieur. Par exemple, une séance de cinéma ne pourra pas se terminer sans un débat, sans une recherche ensemble. Parce que quel est le point commun lorsque quelqu'un vient à une exposition, ou lorsque quelqu'un vient écouter de la musique, ou quelqu'un vient écouter et vient travailler la théologie? C'est toujours l'homme qui est au centre, c'est toujours un homme qui travaille la théologie ou qui vient assister à un film ou qui réagit avec émotion, avec rejet, avec accueil, avec joie, avec émotion en tous les cas à une exposition. Et donc il est important, cet homme qui réagit, il est important que sa réaction, il puisse la faire entrer en dialogue avec l'autre parce que justement sa réaction est le moteur de ce qu'il porte en lui, à la fois comme aspiration, à la fois comme émotion et comme chemin de liberté, parce que cette émotion, elle ne pourra entrer dans un dialogue avec sa propre intelligence que si elle entre en dialogue avec d'autres. Entrer en dialogue avec d'autres, mais aussi avec la pensée chrétienne de manière spécifique ? Je penserais d'abord, avant de dire la pensée chrétienne, je dirais avec la révélation biblique. C'est-à-dire que la révélation biblique porte en elle une anthropologie particulière, un sens de l'homme particulier, tel que notre Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ nous le révèle. Et donc cette anthropologie chrétienne va être comme un instrument critique de toute autre anthropologie. Et donc la recherche de l'homme aujourd'hui ne va pas se situer dans un élément narcissique de sa propre réflexion ou de ses propres angoisses ou de ce qu'il porte en lui ou de ses propres éblouissements, elle va se retrouver en vis-à-vis d'une anthropologie particulière qui est celle de la révélation biblique. Et donc, elle va se retrouver dans un chemin de distance qui va nous demander de nous situer et qui va permettre ainsi à chacun de pouvoir dire avec plus de vérité ce qu'il veut, en quel homme il croit, quel homme il veut pour l'avenir. Alors, Monseigneur Beau, pour organiser tout cela, de ce que vous venez de dire, je déduis immédiatement qu'il y a un vrai travail de programmation et d'organisation des choses à faire. Alors je me tourne vers le directeur culturel des Bernardins. Comment est-ce que, Vincent Aucande, vous concevez votre mission? Quels sont les critères qui vous aident à vous déterminer pour tel ou tel choix en matière de programmation artistique ou culturelle ici? Alors plus que des critères, d'abord, c'est un travail qui est un travail humain, puisque pour arriver à la programmation telle qu'elle est proposée aujourd'hui, en fait, il y a de nombreuses équipes, de nombreux groupes qui travaillent. Ce sont des critiques d'art pour choisir les artistes qui exposent, ce sont des acteurs de terrain, des universitaires pour trouver les sujets des débats, pour les préparer, pour identifier les personnes qui vont effectivement intervenir. Donc je crois que c'est la première chose très importante, c'est que la rencontre, l'échange des savoirs, le débat que nous attendons effectivement au Bernardin et auquel nous invitons très très largement toute personne de bonne volonté, eh bien ça a déjà lieu dans la préparation effectivement de la programmation. Mais qu'est-ce qui va faire que tel artiste dont on parle beaucoup, vous allez l'inviter au Bernardin ou pas? Alors d'abord, c'est pas parce qu'on en parle beaucoup qu'il va être invité, je crois que c'est la première chose. Le choix des artistes est très délicat. On l'a fait grâce au soutien, à l'expertise de nombreuses personnes. Le père Michel Brière a joué un rôle essentiel pour initier cette démarche. Nous avons eu beaucoup de personnes qui nous ont conseillé, Catherine Grenier, Germaine de Liancourt, Dominique Poneau, des gens très différents, d'horizons très diverses, qui nous ont aidés à discerner quels artistes nous allions inviter d'abord à venir voir. Je crois que c'est la première étape. On n'a pas choisi sur catalogue, si je puis dire, les artistes. Les artistes, eux aussi, sont invités à venir habiter notre espace, à venir partager quelque chose de ce que nous voulons vivre ici. Et donc ils sont venus, certains sont partis.
voyant l'espace, l'ambition, ont dit non, je pense pas tout de suite, peut-être plus tard. Et puis d'autres ont été tout de suite enthousiasmés. Et c'est le cas en particulier de Claudio Parmigiani, qui est venu, qui a été immédiatement ébloui par l'espace, voyant la spiritualité, l'apercevant. Il est resté très longuement, il va exposer donc ici dans la nef, il est resté très longuement seul, méditatif, venant à plusieurs heures du jour. Donc il a saisi l'esprit aussi, le projet. Et ça, par exemple, c'est une exposition qu'on pourra voir bientôt? De mi-novembre à fin janvier. Donc c'est une création que nous commandons à l'artiste. Donc création spécifique pour le Collège des Bernardins, et nous lui avons donné une très très grande liberté pour sa création. Je crois que c'est une chose importante. Un artiste, quel qu'il soit, que ce soit un musicien, que ce soit un plasticien, voire même un réalisateur, si on lui dit qu'on lui ouvre notre espace, c'est pour qu'il soit libre de créer. C'est pas pour commencer à mettre une quelconque censure ou à lui dire que ce qu'il fait, eh bien, on l'a invité, mais finalement ça ne nous plaît pas. On est vraiment dans cette grande liberté, avec une écoute réciproque. Aussi, les artistes qui sont venus nous ont rencontrés, sont venus longuement. C'est important ce débat que nous voulons réaliser, auquel nous aspirons sur les grandes questions de société qui passent aussi par une expression artistique. Eh bien, ce débat, il a déjà lieu pour le choix des artistes et pour d'autres choses, pour les tables rondes par exemple. Donc il y a Monsieur Deschamps qui est à côté de moi. Donc nous travaillons sur un des groupes de travail ensemble, donc sur un cycle de conférences, et donc le choix des sujets, la manière dont nous les abordons, ça fait l'objet de longues discussions tard le soir entre des personnes qui venant d'horizons différents, des points de vue différents. Donc dès la conception, c'est passionnant, et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à en parler avec des personnes extérieures, le débat tout de suite peut s'initier. C'est absolument passionnant. On voit tel sujet, on commence à l'aborder, et puis tout de suite les gens se sentent interpellés par Alors pour ceux qui n'auraient pas encore parmi nos téléspectateurs lu un programme du Collège des Bernardins ou consulté le site internet dont on rappellera l'adresse tout à l'heure, collègedesbernardins.fr, tout attaché. Vous parlez de débats, de cycles de conférences. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la manière dont ça va s'organiser? Alors oui, je me suis lancé tout de suite dans le détail, donc je vais remonter un peu plus en amont sur donc pour les colloques et conférences. Donc nous avons un cycle hebdomadaire de tables rondes sur des questions de société, avec des sujets qui sont extrêmement variés, mais qui ont tous en commun de toucher à un point qui concerne l'homme quelque part. Par exemple par exemple, le premier sujet, le bonheur des enfants. Voilà, donc on parle de l'avenir de l'homme. Quel avenir pour l'homme face à ce qu'on peut ressentir parfois de négatif dans ce qu'on peut lire dans la presse, ou pour résister aussi à un certain pessimisme. Donc nous avons voulu d'emblée viser une question essentielle, qui est une question véritablement d'avenir pour tout le monde, et de manière positive. Et je crois que ça, c'est important aussi à saisir pour à la fois la programmation artistique et également pour les colloques et conférences. On n'en reste pas à un état de choses, on n'en reste pas aux fêtes. Les fêtes, c'est le point de départ. Nous, ce que nous cherchons à obtenir, et sans avoir de réponse toute faite, mais dans cette dynamique de débat et de rencontre, c'est d'avancer, c'est de sortir des solutions, c'est de faire des propositions. Alors par exemple, très concrètement, dans un cycle de conférences, ça se passe comment? Il y a un conférencier qui donne un cours magistral? En règle générale, il y a au moins 2 personnes. Il peut y en avoir 3. Qui ont des points de vue souvent divergents. Je pense par exemple, nous allons avoir une table ronde sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont-ils universels? Donc ce sera donc au mois de décembre, à quelques jours du grand anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc nous avons 2 personnes, une qui dit, donc Pierre Manant, que les droits de l'homme sont universels, et une autre, donc Monsieur Julien, qui lui au contraire dit que les droits de l'homme ne sont pas universels. Donc c'est un exemple de débat où on va avoir 2 personnes qui défendent 2 thèses opposées. Avec une interaction de la salle, des gens qui sont venus dans l'amphithéâtre? Oui, avec une possibilité pour tout le monde de poser des questions par l'intermédiaire de petits papiers qu'on fait passer à l'organisateur. Donc ces tables rondes seront filmées, retransmises sur KTO. Retransmises sur KTO le mardi soir. Le mardi soir, et accessibles ensuite sur la toile, c'est-à-dire y compris des publics qui sont très très loin dans le monde, qui peuvent être en Afrique, ou donc pourront accéder au débat, aux tables rondes.
Alors, vous parliez de la collaboration qui s'est installée avec plusieurs personnes qui contribuent à vous aider à réfléchir, à apporter des idées, à soutenir à leur manière, avec leurs compétences, ce projet. Pierre Deschamps, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette affaire? J'y suis arrivé par le biais du mécénat et du comité de parrainage. J'ai été sollicité pour être parrain moi-même et ensuite pour faire partie du comité de parrainage, à l'image de ce que Geoffroy Roux de Bézieux vous a dit lors de la première partie de l'émission. Alors j'ai été sollicité, je dirais à titre personnel, mais probablement aussi avec ma casquette de président du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Les responsables du chantier des Bernardins se sont sans doute dit: dirigeants d'entreprises et chrétiens, c'est quand même une population idéale pour aller chercher des mécènes. Donc, comme Geoffroy Roux de Bézieux, après discussion avec mon épouse, nous avons décidé de contribuer, nous, personnellement, au mécénat, et deuxièmement, d'essayer, par notre réseau d'amis et autres, de trouver d'autres parrains. Mais cela dit, ce n'est pas le sujet de cette deuxième partie de l'émission. Mais je me suis dit aussi que c'était pas mal d'aider financièrement ce projet, mais il y avait peut-être plus à faire. Et m'intéressant de près à ce qu'allait être le Collège des Bernardins et à la programmation de ses activités. S'agissant des questions de société, au sens très large, j'ai fait comprendre que le monde de l'entreprise était quand même quelque chose d'important dans les questions de société. Alors, peut-être j'ai eu tort de dire ça, parce qu'à ce moment-là, le cardinal 23 m'a dit, écoutez, si vous voulez, je vous invite à faire partie du conseil d'orientation. Comme ça, vous pourrez, en quelque sorte, vous assurer que tous les sujets liés à l'entreprise, au travail, etc., figureront bien dans les conférences, les colloques, les tables rondes qui seront organisées au Collège des Bernardins. Donc forcément, j'ai accepté. On peut souligner que vous êtes deux chefs d'entreprise au sein du comité d'orientation. Il y a aussi Xavier Fontanet, le président d'Essilor. Tout à fait. Et donc vous veillez à ce que les questions liées à la vie de l'entreprise, au monde économique, etc., fassent aussi l'objet des débats et des réflexions au Bernardin. Je ne sais pas si nous veillons, parce que ce serait... Mais nous sommes là pour participer avec les autres membres du conseil d'orientation, et ensuite les petits groupes de travail qui sont constitués sur des sujets propres à l'entreprise, pour apporter un certain nombre d'idées, peut-être davantage d'ailleurs des interrogations sur toute cette question d'entreprise, et pour proposer la manière de traiter telle ou telle table ronde, proposer des intervenants, proposer des angles d'attaque de tel et tel sujet. Par exemple, en ce moment, là, début 2008, en cette rentrée, il vous semble qu'il y a des sujets liés à l'économie, liés à l'entreprise, qu'il serait intéressant oui, de... mais ça, c'est évident. Vous dites en cette rentrée, mais je pense que les sujets liés à l'économie en général et à l'entreprise en particulier, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou le déplorer, mais ils sont permanents, ces problèmes. Y en a-t-il qui vont prochainement faire l'objet de débats ou de conférences ou de réflexions ? Il y a en octobre, mais je passe la parole à Vincent. Sur les tensions. Les tensions dans l'entreprise, le problème des tensions humaines et de la réactivité dans l'entreprise. Parce qu'on est dans un monde globalisé. Nos entreprises occidentales, comment réagissent-elles face à la globalisation ? Eh bien, par une réactivité très très grande, mais nécessairement cette réactivité se traduit par des tensions au sein des entreprises. On ne peut pas dire du jour au lendemain à des personnes qui travaillent, ce soir, voilà, on reste jusqu'à 23h pour honorer la commande qui vient de tomber dans l'après-midi, parce que c'est comme ça, hein, Pierre, que ça se passe. Donc c'est une véritable problématique aujourd'hui d'actualité où justement l'homme est au cœur de la préoccupation.
voilà un exemple. Alors nous avons avec nous un autre membre de ce conseil d'orientation avec un tout autre profil, Bruno Racine. Je rappelle à ceux qui viendraient de nous rejoindre que vous aussi, donc aujourd'hui président de la Bibliothèque nationale de France, mais on connaît votre parcours après de nombreux cabinets ministériels, notamment le Centre Pompidou, Rome également, et puis aujourd'hui cette Bibliothèque nationale de France. Alors on est un peu plus loin du monde de l'entreprise, un peu plus proche du monde de l'art. Comment est-ce que vous concevez votre rôle, votre engagement dans ce conseil d'orientation ? Il a eu une certaine histoire, parce que quand j'étais directeur des affaires culturelles de la ville de Paris, il y a 20 ans, ce bâtiment était encore caserne de pompiers, propriété de la ville, et j'étais très engagé dans la reconversion de ce lieu, qui n'a pas été sans poser de difficultés au départ. À l'époque, la première idée d'ailleurs était celle d'un musée des trésors des églises de Paris, et je trouve que le projet, dans l'intervalle, a pris beaucoup plus d'ampleur et d'ambition. Alors, ce que je peux apporter dans un conseil comme celui que le cardinal réunit 2 ou 3 fois par an, qui réunit effectivement des personnalités venues d'horizons très divers, c'est évidemment l'expérience que j'ai eue au Centre Pompidou et que maintenant j'ai à la Bibliothèque nationale de France. Il y a des institutions pluridisciplinaires dans le cadre du Centre Pompidou, très encyclopédiques dans le cadre de la bibliothèque, et qui, l'une et l'autre, organisent des confrontations de points de vue, des débats de la manière la plus diverse, entre exposition, littérature, cinéma ou autre. Donc le projet qui est au cœur des Bernardins ne peut que m'intéresser, et je ne peux que essayer d'y contribuer. En tout cas que rejoindre vos centres d'intérêt, mais vous intéressez, qu'est-ce qui fait que vous vous engagez dans ce projet, alors que j'imagine qu'en matière d'exposition ou de confrontation des idées, vous avez déjà des réseaux qui satisfont vos besoins personnels. Ce qui est intéressant et très ambitieux et très courageux en même temps, c'est justement cette ouverture qui peut être aussi une confrontation avec la culture contemporaine, dans ce qu'elle peut avoir parfois d'indifférent, voire d'hostile à la pensée ou à la culture chrétienne, disons. Et tenter cette expérience dans cet esprit très généreux d'ouverture me paraît à la fois utile pour le pays et en soi extrêmement stimulant. Donc on ne peut que souhaiter plein succès à cette entreprise, qui ne va pas de soi, dans un pays où quand même, comme le disait Monseigneur Ravasi, en effet, il y a eu un divorce historiquement entre les milieux de la création, disons, et l'Église, organisé dans cet esprit de très grande ouverture, l'échange, accepter le dialogue et la confrontation. Je pense que c'est un très beau projet. Monseigneur Beau, c'est un projet qui ne va pas de soi, ce projet des Bernardins. C'est un projet qui trouve son souffle dans la situation contemporaine d'aujourd'hui. Je trouve que, à la fois, certes, il ne va pas de soi, mais en même temps, nous sommes à un moment étonnant où les hommes de sensibilité, de réflexion, de formations très différentes ont envie de se retrouver ensemble et de se poser la question de l'avenir et de la racine des choix qu'ils font. Et donc je crois que peut-être que le projet ne va pas de soi, mais en même temps, le temps est favorable et extraordinairement favorable pour le mettre en œuvre. Et pas simplement en tant qu'homme d'église, mais vraiment pour tous les hommes. Je retrouve ce désir de se retrouver ensemble et de travailler ensemble chez des hommes très différents d'une façon extraordinaire aujourd'hui. Bruno Racine, un mot encore, vous avez des sujets de prédilection, vous avez des projets, des idées de prédilection que vous essayez de faire passer ou sur lesquels vous discutez particulièrement avec le directeur culturel? Il y a des responsables de la programmation, donc ce que je peux faire, c'est effectivement tout ce qui concerne l'art contemporain, du fait de mes années à Rome et à Pompidou m'intéresse, et
il y a toute une réflexion qui peut être, je souscris tout à fait à ce qu'a dit Vincent Aucante. Un artiste qui voit ce lieu pour la première fois, quelle que soit d'ailleurs sa foi ou sa non-foi, doit avoir envie d'y produire quelque chose. Et ce quelque chose parle, je crois que à tous les hommes, il n'est pas destiné. Donc, de mon côté, tout ce qui concerne l'art contemporain ou les débats, puisque nous en organisons énormément et que ça m'intéresse à titre personnel, c'est là que j'essaye d'apporter mes conseils en termes de personnes à inviter, de confrontation, de dialogue à organiser. Quand on ne connaît strictement rien à l'art contemporain, ce qui est tout à fait mon cas, on en a une vision comme étant assez naturellement provocateur. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se marier avec un lieu d'église ? C'est le risque auquel se confrontent les Bernardins en s'ouvrant aux artistes. Mais encore une fois, à chaque fois que j'ai eu, parce que c'est pas la première fois que je vois aussi ce dialogue entre un artiste d'aujourd'hui et un lieu historique, mais très dépouillé comme celui-ci. En même temps, il est à la fois très présent et très léger. Ce sont des murs, c'est de la pierre nue. Ça donne ce contact crée toujours un choc très très fécond. Donc il y a un risque effectivement. Il y a la rencontre entre l'artiste et le lieu, et puis il y a l'hôte du lieu, j'allais dire. C'est aussi ce défi-là qui allume cette petite étincelle dans votre œil, Vincent Aucante. Très certainement, mais moi j'ai aucune inquiétude parce que les propositions qui sont faites par les artistes prennent en compte complètement cet espace et son habitation. Je crois que c'est important et quand les artistes viennent préparer effectivement leurs propositions, ils sont ici, ils voient qu'il y a déjà des personnes qui circulent, ils savent que ce n'est pas une galerie, que ce n'est pas un lieu entièrement dédié à l'art, mais que c'est un lieu où tout se rencontre. Autrement dit, on pourra y voir des choses qui dérangent, qui questionnent, qui surprennent, mais pas des choses qui seraient de provocation gratuite par rapport à la nature, à l'identité du Collège des Bernardins. Faudrait s'entendre sur ce que peut être une provocation gratuite. Tel que vous posez la question, non. Même si, de toute façon, derrière toute création artistique contemporaine, il y a quelque chose de transgressif, il y a quelque chose qui forcément, sinon c'est banal. Comment l'art contemporain nous éveille, c'est en nous faisant sortir de la banalité, de la médiocrité. Comment cette sortie s'opère, c'est en nous confrontant avec un mode de transgression où ça nous attire, où ça nous perturbe. Voilà, donc c'est cette sortie, cet éveil qui est provoqué par la confrontation à une œuvre authentique. Et donc voilà ce que je peux vous répondre. Alors, il n'a pas encore parlé, mais c'est normal, il est d'ordinaire assez silencieux et il est chargé des recherches. C'est le père Guggenheim qui est avec nous. Alors, on dit dans les dossiers de présentation des Bernardins que vous êtes en charge de la chaire des Bernardins. Pour moi, une chaire, c'est une chaire universitaire. C'est d'ailleurs assez impressionnant comme mot. Qu'est-ce que c'est que la chaire des Bernardins ? Exactement. La chaire des Bernardins est un lieu qui vient soutenir l'ensemble des programmation et des rencontres qui ont lieu au Bernardin, qui vient lui donner son éclat le plus net et qui permet aussi l'intégration de ses composantes. La chaire va s'appuyer sur différents départements confiés à des hommes et des femmes de science et de foi, travaillant ensemble sur des questions concernant l'homme, et donc on est au cœur du projet. Alors, vous dites confié à des binômes, donc à chaque fois on a un professeur d'université, un théologien, ou on a un clerc, un laïc, comment ça s'organise ? Donc l'idée de fonder au Bernardin un pôle de recherche auquel s'adosse une chaire qui permet d'inviter une personnalité représentative de la culture française ou même internationale régulièrement, cette idée est née du fait qu'on s'est rendu compte que l'on peut au Bernardin aisément, avec les moyens qu'on a déjà, réagir à une actualité de 3 mois. Un article intéressant dans la presse, dans l'Express, dans le Nouvel Observateur, et on invite l'intervenant qui a été interviewé, on le met en dialogue avec une autre personnalité que nous choisissons pour que la pensée chrétienne puisse justement éclairer le débat qui se présente. Mais si on veut faire des choses plus calmes, et ce lieu nous invite au calme, ce lieu nous invite à la recherche, dans les deux sens du mot recherche, à la fois venir, comme le disait Monseigneur Beau, simplement parce que le lieu est attirant,
et découvrir que ce lieu est habité, qu'il a une âme, qu'il y a un esprit des lieux. Et vouloir aller plus loin, c'est une recherche. Et puis il y a la recherche au sens universitaire, qui souvent s'isole du premier sens du mot recherche, et qui finit par ne plus parler qu'à elle-même. Les colloques universitaires sont souvent des espèces de marathons, de 9h du matin à 9h du soir, avec 3 communications ensemble de 30 minutes toutes, qui dépassent toute leur durée et dont personne ne peut profiter. Le but du savoir, c'est de profiter à la société. C'est d'aider la société à bâtir une sagesse. Les universitaires ne savent pas tout, mais ils peuvent contribuer à ça. Alors vous disiez, dans ce pôle recherche des Bernardins, il y a 5 départements, 5 thèmes, 5 domaines dans lesquels vous allez chercher. Quels sont-ils? Alors, pour commencer, nous avons choisi 5 départements où nous avions l'aide, dans l'école cathédrale, de théologiens, docteurs en théologie. On rappelle, pardon, d'un mot, ce qu'est l'école cathédrale. Tous ceux qui nous regardent n'étant pas diocésains de Paris, tout le monde n'est pas forcément... Absolument. L'école cathédrale est une réalité inouïe que le cardinal Lustiger a osé recréer. La théologie peut vite devenir une discipline universitaire séparée de la vie de prière, ou elle peut devenir une discipline réservée aux chrétiens et qui se sépare du travail de la raison. L'école cathédrale était au Moyen-Âge, avant même l'existence de l'université, un réservoir spirituel, pastoral et théologique pour former le peuple chrétien et ceux qui veulent entrer dans la formation du peuple chrétien. Donc voilà, dans cette école cathédrale, il y a à la fois des séminaristes, par exemple, qui suivent leurs études de philosophie et de théologie, et puis il y a à la fois des cours qui sont ouverts au grand public. Monseigneur Beau. Les cours à l'école cathédrale sont d'abord des cours ouverts à tous, quelle que soit leur formation antérieure et quel que soit leur âge. On peut y aller de 18 à 98 ans. Mais suivant la demande, l'aspiration, la formation est structurée de telle manière qu'on puisse avoir un enseignement de base sur la foi ou une formation qui puisse permettre d'approfondir. Et au cœur de l'école cathédrale, il y a la faculté Notre-Dame qui est une faculté ecclésiastique, c'est-à-dire habilitée à donner les diplômes de théologie donnés par le Vatican. Et on peut préciser que donc cette école cathédrale, eh bien, elle a déménagé puisqu'elle se trouvait dans des bâtiments rue Massillon, juste à côté de la cathédrale parisienne, à quelques 200 mètres à vol d'oiseau d'ici. Et qu'elle vient au Bernardin parce qu'il est important que la théologie à la fois soit liée à la vie de prière, s'intègre dans une histoire humaine, mais soit en dialogue avec la société d'aujourd'hui. Nous ne faisons pas de la théologie en chambre, nous la faisons dans la situation contemporaine qui est la nôtre. Et la situation contemporaine qui est la nôtre nous donne d'avoir un langage sur Dieu qui est un langage particulier. Et particulièrement, ce langage de l'art, ce langage de la culture, comme ce débat, va donner à la théologie de trouver la manière dont aujourd'hui notre langage sur Dieu va être un langage de Dieu au monde. C'est-à-dire un langage qui va permettre à chaque théologien de découvrir la place de la révélation biblique dans la situation contemporaine. Alors, Père Guggenheim, vous nous disiez, pardon de vous avoir interrompu, que pour définir les premiers pôles de recherche, vous étiez parti déjà des compétences que vous aviez. On est parti du potentiel qui existait. Donc, comme le disait Monseigneur Beau, un des premiers fruits de l'épiscopat du cardinal Lustiger, ça a été la formation du peuple chrétien, au milieu d'elle de former les prêtres, et sont nées des vocations de prêtres ayant une expérience professionnelle dans différents secteurs de l'activité ou une expérience artistique, et qui ont ensuite reçu une formation théologique ici à Paris, à Rome, à l'Institut d'études théologiques à Bruxelles ou dans différents instituts catholiques de France, qui leur permettent aujourd'hui, avec les diplômes reconnus de manière universelle, à la fois d'avoir la double compétence de leur métier d'origine ou de leur goût d'origine et d'une capacité de discernement théologique. Qu'est-ce que j'appelle discernement théologique? Connaître l'homme tel que Dieu le voit, tel qu'il est beau aux yeux de Dieu. Alors vous m'interrogez les 5 départements. Le premier traite des questions de la famille et de la transmission. On a pris des questions qui intéressent aussi bien la société que l'Église, parce que les deux font face à la même histoire. La famille est une institution fondamentale, fondatrice, en grande situation de détresse aujourd'hui, dans ses formes traditionnelles, et en même temps en forme d'évolution extrêmement intéressante. Elle est liée à l'idée de transmission. La famille, c'est transmettre la vie. Mais la tâche du papa et de la maman ne s'arrête pas au jour où le bébé est né. On devient papa et maman en éduquant, en transmettant.
La famille est aidée par l'école, par la société, etc. Ce premier département tâchera de traiter les questions qui concernent la société humaine et les responsabilités éducatives de tout le monde dans la société humaine. C'est un projet un peu ambitieux que nous avons là, parce que l'Église se sent habilitée par une tradition ancienne. Combien de congrégations au XIXe siècle ont préparé les pas que vit aujourd'hui l'éducation nationale, qui a repris des structures et des méthodes élaborées au sein de l'éducation catholique largement. Mais aujourd'hui, l'université a éparpillé les savoirs. Il y a la pédagogie, il y a la psychologie, il y a la sociologie, et il nous faudra trouver des intervenants qui aient une vue un peu synthétique, comme nous voulons l'avoir ici. Alors, deuxième pôle. Le deuxième département du pôle traite des questions économiques, mais en les liant à leur impact humain. Beaucoup de décisions économiques aujourd'hui ont des impacts humains immédiats. On change une loi et c'est les horaires de travail qui changent et tout le monde se retrouve avec des week-ends de 3 jours, de 4 jours. Ça change la vie des gens. Voilà. Ou au contraire, on se rend compte que l'économie pollue trop et donc on veut rééduquer les gens à économiser l'eau, le verre, le métal, que sais-je. Bref, les décisions économiques ont un grand impact, transforment la vie des gens. Ce deuxième département voudrait travailler entre économistes de métier, formés par l'université ou par le grand journalisme, et théologiens instruits de la pensée, de la doctrine sociale de l'Église, qui s'est beaucoup développée au XXe siècle. Là, c'est un pôle qui suscite votre intérêt, Pierre Deschamps, j'imagine. Alors, troisième pôle, il y a l'éthique biomédicale. Voilà. Père, on sait qu'on va arriver d'ailleurs dans une période de débat, enfin on y est déjà, mais on va arriver dans une période de débat dans notre pays sur un certain nombre de ces questions avec la perspective d'une révision des lois bioéthiques. Le travail de recherche que vous menez ou que vous allez mener dans ce département, par exemple, il peut contribuer au débat de la société sur... Absolument, c'est notre espérance, elle est double notre espérance, contribuer au débat, et ce département de recherche a déjà programmé 2 colloques cette année. Un pour commémorer un événement ecclésial important. 1968, c'est l'année des événements que l'on sait, mais c'est aussi la promulgation par Paul VI d'un texte capital qui s'appelle Humanae Vitae. Et il réfléchit au lien... Capital et mal compris. Capital et reçu. Tellement bien compris qu'on l'a mal reçu. Voilà. Parce qu'il exige de l'homme et de la femme de comprendre que l'amour est une réalité spirituelle mais aussi corporelle. Et donc que ces significations corporelles, eh bien, la foi a quelque chose à dire dessus, et que s'ils le veulent, ils peuvent laisser leur cœur et leur corps se purifier par leur foi. Donc un colloque à venir sur Humanae Vitae, et un deuxième en vue de la révision des lois de bioéthique, qui portera sur cette question très précise et un peu brûlante: la science peut-elle, seule, donner ses normes éthiques? Est-ce que c'est aux scientifiques qu'il faut demander les normes qu'ils suivent? Alors, il y a encore deux départements, Société, Liberté et Paix, je lis, qui se situe à la frontière de la philosophie politique, de l'histoire et de la théologie, pour éclairer les enjeux, notamment des nouvelles formes de conflits et la question de la démocratie, de la paix. Et puis, judaïsme et christianisme, un département spécifique pour ces questions. Ces recherches, concrètement, elles ont pour mission d'aboutir à quelque chose, à des publications, à des... 2 ans. On ne va pas faire un CNRS catholique, on n'en a pas les moyens, il existe déjà, même s'il faut sans doute continuer toujours à le réformer. On ne va pas faire non plus des choses spectacles, on veut se donner un délai de 2 ans, 4 semestres, 2 consacrés à l'inventaire de la question, à l'analyse, à l'audition de personnalités compétentes, 1 à la mise au point du colloque, le jeu du colloque et les publications. C'est un peu serré, mais justement, en donnant à un universitaire la possibilité de travailler avec un prêtre la possibilité de travailler avec un universitaire, de faire une équipe, de se financer, de trouver des doctorants, de leur trouver des bourses, on engage l'Église dans un processus très concret, très actuel. Alors, Monseigneur Beau, il y a encore une infinité de choses qu'on pourrait dire sur ce Collège des Bernardins et sur ce qu'il abrite aussi, parce que c'est aussi ici qu'on va retrouver par exemple les cycles droit, liberté, foi. C'est aussi ici que l'on retrouve l'Institut Jean-Marie Lustiger que le cardinal 23 a solennellement ouvert, si j'ose dire, en décembre dernier, et puis bien d'autres choses encore. Il y a aussi tous les bénévoles qui s'impliquent au quotidien au service de ce projet. On en a vu quelques-uns qui sont venus nous dire combien ils étaient impliqués, on les a sentis très passionnés. Effectivement, il y a 20 salariés, 150 bénévoles. C'est donc dire,
Il faudra qu'il y ait 150 bénévoles pour que le projet fonctionne pour le mieux, mais on en a déjà 80. Mais s'il y a un mot qui résume, je crois, la vie du Collège des Bernardins, c'est le mot de partenariat. C'est-à-dire que ce que l'on fait, on veut le faire avec d'autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas là simplement pour faire nos tables rondes, pour faire nos colloques, on est là pour se poser la question avec qui je vais le faire. Et je pense qu'un projet auquel je donne mon aval, c'est un projet qui est en partenariat avec quelqu'un d'autre, une autre association, une autre université. On a déjà des partenariats qui ont commencé, par exemple, avec le musée de l'Holocauste à Washington. On a d'autres partenariats qui sont en cours avec l'Institut catholique, par exemple, la face à l'Institut catholique. Notre but, c'est vraiment de savoir travailler avec des partenaires, coopérer et arriver à un projet commun. Car le sens du Collège des Bernardins, ce n'est pas simplement la réalisation d'un colloque, c'est la manière dont on va le réaliser. Monseigneur, il nous reste quelques toutes petites minutes. Vous avez trouvé ou vous avez reçu, plus vraisemblablement en tout cas, l'occasion la plus extraordinaire pour ouvrir solennellement ce collège, même s'il ouvre en ce 4 septembre. Eh bien, juste une semaine plus tard, une semaine et un jour plus tard, c'est Benoît XVI qui viendra faire en quelque sorte la conférence inaugurale, si j'ose dire, puisqu'il a choisi, dans son très court passage à Paris, de passer ici, juste après avoir rencontré le président de la République et les autorités de l'État. C'est sa première étape parisienne dans ce collège. On sait combien tout ce que vous nous avez dit depuis le début de cette émission, la rencontre entre la théologie et la culture contemporaine, la rencontre entre l'Église et le monde d'aujourd'hui, c'est important aux yeux de Benoît XVI, ça fait partie des priorités de son pontificat, c'est aussi sa culture. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment de Benoît XVI au Bernardin? Je trouve extraordinaire et c'est une immense joie qu'il ait accepté spontanément à l'invitation du cardinal André XXIII de venir au Collège des Bernardins pour y parler devant le monde de la culture, parce que l'assemblée qui sera là le 12 ne sera pas du tout une assemblée de clercs. Il n'y aura pratiquement pas de clercs, ça sera vraiment le monde de la culture de toute la France. Et pour parler à ce monde de la culture, du rapport foi-culture dans le monde d'aujourd'hui, et qu'il ait choisi ce lieu pour en parler, je trouve ça extraordinaire et c'est une très grande joie, une très grande action de grâce pour cette venue. Ça va donner le ton un peu aussi de Ça va donner quand même, je pense, en plaçant la barre un peu notre la visée programmatique des Bernardins pour l'avenir. Parce que cet enjeu du dialogue foi-culture, comment la foi peut se faire culture et comment la culture peut aussi critiquer la foi et la foi critiquer la culture, c'est bien là où il y a une dimension extraordinaire. Au risque de l'incompréhension, même parce qu'on peut signaler pour l'anecdote que, alors que Benoît XVI vient faire son discours au Bernardin, c'est quasiment le jour anniversaire de son discours à Ratisbonne, autre lectio universitaire qui n'a pas toujours été bien comprise, bien reçue. En tous les cas, c'est une lectio qui a permis un grand travail pour de nombreux chercheurs et de nombreuses personnes et qui, je crois, fait avancer le peuple chrétien dans sa réflexion sur la foi et la raison, et sur ce dialogue entre la foi et la raison qui a permis une grande remise en cause chez beaucoup. Et il me semble que c'est effectivement un travail qui va se continuer dans cette venue du pape Benoît XVI au Collège des Bernardins. Est-ce qu'on peut donner une ou deux petites informations pratiques pour ceux qui nous regardent? Vous l'avez dit, ce sont des invités qui représentent toutes les dimensions du monde de la culture dans notre pays, les différents arts, des universitaires aussi, j'imagine, seront là. Le public, lui, est tout de même invité à participer d'une manière ou d'une autre, même s'il ne sera pas ici, dans cette grande nef. Alors le public est invité à suivre ce qui va se passer au Bernardin en étant sur les quais devant la cathédrale où il y aura des écrans géants pour pouvoir suivre. Et le pape les rejoindra ensuite par tout un itinéraire en papa mobile pour pouvoir les saluer. Vincent Ocampe, puisque le pape Benoît XVI vous offre cette occasion, j'allais dire, est-ce qu'il est prévu aussi de voir ensuite, à partir du discours certainement très dense, on connaît un peu les discours de Benoît XVI qu'il adressera dans ce collège, de voir comment est-ce qu'on peut ensuite en retirer les fils, en refaire des objets de réflexion ou de débat? Dès qu'on peut, oui, dès qu'on a le discours, on va tout de suite travailler à voir comment, effectivement, et grâce à KTO aussi, oui. Non, il faut déjà l'avoir
l'avoir entendu. Et puis, on a la possibilité de monter chaque mois des tables rondes sur les questions d'actualité, donc on pourra rebondir très facilement. Et ces rendez-vous d'actualité, en particulier les mardis des Bernardins, je rappelle qu'on pourra aussi les voir sur KTO Télévision pour ceux qui ne peuvent pas venir à Paris. Alors Vincent Ocante me pardonnera, mais sur le site internet du Collège des Bernardins, je suis sûre qu'on peut trouver un moyen de le contacter pour lui demander les coordonnées de son livre que je n'ai pas sous la main. En revanche, je signale quand même à ceux qui nous regardent le dernier livre du père Guggenheim, Les preuves de l'existence de Dieu, un livre nouveau dans la bibliographie déjà très abondante de celui qui, je le rappelle, s'occupe du pôle recherche ici au Bernardin. Et puis il y a ce très beau livre dans lequel vous pouvez retrouver de nombreuses images de tout ce projet des Bernardins depuis sa construction, sa reconstruction jusqu'à aujourd'hui, avec les textes également, et que vous pouvez vous procurer par exemple à la librairie des Bernardins qui se trouve au bout de cette nef. Je rappelle donc que pour plus d'informations, vous pouvez tout retrouver sur le site internet www.collegedesbernardins.fr ou bien encore sur le site www.ktotv.com. Merci infiniment à vous tous, à tous nos invités d'avoir accepté de nous faire entrer dans ce collège désormais ouvert au public, et tout particulièrement ces 5, 6 et 7 septembre à l'occasion des journées portes ouvertes. Bonsoir.